bon, pas trop chaud, pas trop froid, tout va bien. On verra tout à l'heure, j'ai l'impression d'être venu hier. Bah, c'est ça, t'es abonné, t'es un habitué. Ah oui Abonné parce que prolifique. Voilà, je sais pas, c'est un objet contombant. Le poids de cet objet. Alors, bon, bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique Potemkin. On est très heureux voilà, de vous accueillir. Je pense que vous connaissez un peu le principe. On accueille régulièrement des cinéastes, des critiques, et on essaie de parler de films, de cinéphilie et de livres autour du cinéma aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, on recevait Jean-Baptiste Thorey, qui dédicaçait un livre très attendu sur Michael Mann. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'était là hier. Oui, mais moi aussi. Et, il y a 3-4 mois. Voilà, et j'ai le souvenir que cette discussion aurait pu durer jusqu'au voilà. Ouais. Je sais pas jusqu'au bout de la nuit, je sais pas, mais encore voilà, bien longtemps parce que on sait l'orateur hors pair que tu es. Bon, tout le monde connaît Jean-Baptiste, mais bon, je fais un petit rappel quand même très bref pour rappeler que tu es critique de cinéma, que tu es réalisateur, que tu as fait une quinzaine d'ouvrages, 3 films, donc le film qui passe, We Blew It, que l'on avait édité aux éditions Potemkin, un documentaire également sur Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. Et puis là, je le signale parce que c'est dans les marmites, là c'est sur la grille de départ, c'est un film, un documentaire sur Michael Cimino, que je vais voir mardi et qui sort. Ah oui, c'est vrai que tu m'as pas dit ton annonce. On fera un petit débrief. Mais qui sort en silence. Non mais si tu veux, j'ai la musique de Deer Hunter depuis en tête, si tu veux, et ça m'a. Non, il y a quelque chose qui m'a énormément touché. Voilà, donc on en parlera après. Donc qui sort en salle. Alors Marc, que je ne vois pas, oui, qui est là, de Lost Film, qui produit, distribue le film. Donc la sortie en salle, c'est mercredi 19 janvier. Quelle salle? Grande Action à Paris. Grande Action à Paris. MK de Beaubourg. MK de Beaubourg. Et plus simple peut-être, on va voir. Et plus, oui, peut-être un autre cinéma. D'accord, ok. On continue. Donc, ce soir, nous parlons de cet ouvrage, parce que je ne sais pas où tu trouves le temps de faire tout ce que tu fais, Jean-Baptiste, quand même, parce qu'un ouvrage sur Michael Mann, un documentaire, il y a ces années de confinement. Mais moi j'ai adoré. Moi je demande un confinement tous les ans pendant 2 mois. Non, c'est vrai. Disons que tu es très actif quoi, pendant ces confinements. Moi je pense que plein de gens ont été aussi actifs pendant le confinement. Enfin, il y a eu des concerts. Enfin, en même temps, tout dépend. Il y a autant de confinements que de gens, que de situations. Je pense que ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est pas la même chose, quoi. Je sais, pour eux, ça a été l'enfer. Et puis d'autres, non, au contraire, moi, ça a été génial parce que ça m'a permis, en fait, de rattraper un peu du temps, quoi. Le confinement, c'était un truc assez génial. C'était quand même le moment où on vous a donné du temps gratuit. Ça n'arrive jamais dans la vie. Oui, ça a été planétaire en plus. On prenait tous collectivement du retard, donc on était tous logés à la même enseigne. C'était fabuleux, quoi. Et donc, cet ouvrage donc, qui sort aux éditions Magnani. Très bel ouvrage, donc Julien Magnani qui est là, juste là. Qui est là. Vous connaissez, voilà, Julien que je présente. Je tiens, parce que c'est un très bel objet qui rassemble tes écrits sur le cinéma. Donc c'est une sorte d'anthologie de morceaux choisis avec des articles de toutes les formes, c'est-à-dire des articles théoriques. J'ai pas signalé que tu avais écrit dans Libé, dans Charlie Hebdo, dans le Nouvel Obs. Donc là, c'est peut-être ma première question, ce sera que c'était impératif ce moment-là, cette année-là, de faire ce point, de rassembler tous ces écrits et de dire tiens, voilà, je mets un point-virgule, une virgule, ou peut-être voilà, je décide de rassembler ça. C'était. Tu veux dire, est-ce que c'était conscient que ce soit le début de la fin? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais tu sais ce que je me suis dit, ça se trouve, c'est son dernier livre sur le cinéma américain. C'est complètement. Quand tu te rends compte, il faut se raconter des légendes. C'est vrai. Il met un point final, il va passer à autre chose, il va passer au cinéma. Moi, je pourrais me la raconter et me mentir moi-même, mais j'en sais strictement rien, je peux pas répondre à ces questions. Peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que j'en ferai plus. Je pense que j'en ferai d'autres quand même. Non, mais dans ta. Oui. Non, alors je réponds à ta question. C'est de façon extrêmement simple et sans doute un peu décevante pour toi. C'est que à l'origine de ce livre, c'est pas moi du tout.
Ah d'accord. Non, non. Ok, oui. C'est le monsieur qui est là, donc Julien Magnani, qui est venu me voir il y a 3-4 ans, c'est à peu près ça, hein, à la sortie d'une projection de We Blue It, et qui me dit, en gros, voilà, j'aimerais bien publier, c'est ce que vous m'aviez dit à l'époque, j'aimerais bien publier tous les textes que vous avez écrits depuis 20 ans. Ah oui, d'accord. Déjà, ça fait toujours un peu peur. Donc, en plus, moi, je suis pas du tout, je relis rarement mes textes, donc je sais même pas d'abord où ils sont. Voilà. Et j'ai pas envie, le regard rétrospectif n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup à faire avec mon propre travail. Et je lui dis au début, mais pour moi, j'ai pas spécialement envie, c'est pas mon truc, je sais même pas s'il y a un livre avec ça en réalité. Et puis comme c'est quelqu'un d'assez buté, un peu pitbull comme moi, il va revenir à la charge régulièrement. Et au bout d'un moment, pour qu'il me laisse tranquille, je lui dis ok, on va faire le livre. Et voilà, donc à partir de là, je pense qu'au début, Julien, en fait, croyait beaucoup plus au livre que moi. En réalité, hein, c'est vrai, hein, voilà, il voyait un livre là où moi, j'étais pas convaincu qu'il y en ait un. Parce que je suis pas spécialement un amateur des recueils d'articles, d'anthologies. Alors, il y en a des extraordinaires, hein, évidemment, à moins de s'appeler Serge Danet, mais est-ce que ça vaut le coup? En fait, la question est là. Est-ce que c'est intéressant de reprendre des textes qu'on a écrits il y a 10 ou 15 ans? Est-ce que tout ça, à la fin, ça fait un livre? Et donc, voilà. Je t'attends un tout petit peu, parce que tu cites Danet, et c'est vrai que quand on se plonge dans cet ouvrage-là, on pense forcément, moi j'ai pensé à la Maison Cinéma Allemande, qui fait 4 tomes, Non mais, c'est ce plaisir-là de cinéphile qu'on a d'ouvrir presque ce livre un peu, on regarde la table des matières, on va plus vers le film qui nous intéresse. On le prend peut-être pas forcément chronologiquement, même si je l'ai lu après chronologiquement, sérieusement. Mais, et le plaisir qu'on a aussi, c'est de retrouver vraiment des articles de formats très différents, des articles théoriques qui font 30 pages, et en même temps la critique qui fait 2 pages sur tel film, et qui parle plus du film que du réalisateur. Et c'est vraiment c'est un vrai plaisir de cinéphage, de cinéphile. Quoi, Et je note une chose, et ce sera aussi ma seconde question, c'est que les articles ne sont pas datés. On les retrouve par de bas de page, comme tu me le signalais, mais ils ne sont pas datés. Donc ce qui veut dire que ce que tu as écrit il y a 20 ans, tu ne renies absolument pas ce que tu as écrit il y a 20 ans. Non, alors voilà, ce qui est compliqué quand on assemble ou quand on fait un livre comme ça, c'est d'abord on va relire les textes et on se dit qu'est-ce qui tient encore la route aujourd'hui, ou qu'est-ce qui en fait peut par moment en fait contenir les espèces de prémices de quelque chose qui ont même parfois presque à son esprit défendant, qui va vous obséder et qu'on va reprendre dans des textes bien plus sérieux et plus intéressants. Et moi je tenais à ce que ce soit pas daté parce que mais c'est comme pour les films, on a souvent même parlé ici du fait qu'un film n'a pas forcément l'âge de son état civil. Moi j'ai écrit des textes plus pertinents il y a 10 ans qu'il y a 2 ans et inversement. Là, on s'en fout de l'âge d'un texte en réalité. La question c'est est-ce que l'idée est intéressante ou pas. Alors évidemment, il y a un contexte à plein de choses. Donc je voulais pas qu'il y ait une date en se disant ah oui, il y a une progression et on voit bien qu'en 2001 c'est pas le dégrossi, puis en 2004 il réfléchit un peu plus. Non, parce qu'il y a objectivement des textes de 2002-2003 où je me suis senti plus pertinent parce que je suis rentré en phase de façon plus mystique avec un film que 5-6 ans plus tard ou avec l'époque. Donc les dates, ça m'intéressait pas beaucoup. Et après, la diversité en fait des textes, c'était important de se dire, de traiter les textes comme on traite les films. Ça veut dire que quand on traite les films, et c'est un peu le cas parfois dans le bouquin, où on peut passer de Castellari à Ford, ou de de Funès à Melville. Et donc il n'y a pas de délit de provenance, c'est-à-dire qu'on écrive un texte pour les très sérieux cahiers de Lerne. Là, on se dit, on est vraiment dans le Panthéon, c'est la chapelle, donc voilà. Ou qu'on écrive un texte pour Charlie, pour Libération, ou pour un bouquin, c'est le même qui écrit, c'est pareil. Il n'y a pas de hiérarchie. Absolument aucune. Moi, je me suis jamais dit, bon, t'écris pour Charlie, bon, allez, dépêche-toi, t'as 45 minutes, tu vas torcher le texte, et puis là, t'écris pour les cahiers, et là, c'est sérieux. Je déteste ça. Donc, à partir de là, on peut rater des textes, mais on les rate pas parce qu'on n'a pas mis toute l'énergie nécessaire à chaque fois, tout simplement. Donc, moi, je tenais vraiment à ce que les formes se mélangent, et par moment, on peut avoir une idée qui est plus intéressante ou plus percutante sur un texte court, qu'on a fait une semaine. Hein, ça, on peut très bien faire un mauvais texte après avoir réfléchi pendant une semaine, et puis sortir d'un film et d'un seul coup écrire un premier jet qui soit bien plus fort que des gens qui, ou même soi-même, de façon un peu laborieuse. L'idée, c'est un truc très étrange quand on écrit un texte sur un film. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver l'idée ?
Enfin, vous voyez, ça c'est hyper dur, et en même temps c'est quelque chose qui se programme pas. On peut travailler à l'infini sur un film, on peut faire un travail un peu laborieux, sympathique, universitaire, on aura... Moi, je me dis toujours que l'accumulation de 25 micro-idées, ça ne fait pas une idée à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend comme moi, qui ai fait aussi en partie l'université, où c'était pour moi un des travers, pas uniquement un des travers, c'est qu'on apprend dans les colloques à venir comme ça pérorer pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et tout le monde pérore sur le même sujet, mais à la fin, je suis incapable de retenir la moindre idée. Or, pour moi, un texte critique, c'est une idée. Voilà. Que je me dis, il y a des textes que j'ai dégagés, parce que évidemment, on n'a pas tout pris, sinon Julien aurait fait faillite. Il y a des textes que j'ai pas pris. Je crois qu'il est content. Non, mais tout simplement parce que je me suis dit, quand je relis ce texte-là aujourd'hui, je vois pas l'idée. Et donc moi-même, j'ai joué avec le truc, j'ai un peu filouté, il y a un texte, mais il n'y a pas d'idée à la fin. C'est-à-dire qu'il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et moi, en tant que lecteur, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, quand on lit des grands textes critiques, on retient une idée par texte. On ne retient pas 25 bouts d'idées. On retient une idée. Et déjà, quand un texte arrive à avoir une idée, c'est Deleuze qui disait les idées, c'est hyper rare. Hein. Si on a une idée dans sa vie, c'est génial. Vous voyez vraiment le travail de philosophe comme un travail d'artisan. Oui, mais voilà. Donc l'idée, c'est quelque chose, enfin, on court tous après ça. Oui, mais toi, tu as quand même l'art de savoir déplier l'idée. Ouais, non, enfin oui et non, ça paraît pas, non. Oui, quand même. On est tous soumis au même problème quand on écrit, voilà. Mais c'est ça. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il y a une idée qui va organiser un texte, même si que le texte fasse 4000 signes, ou qu'il en fasse 40 000 ou 50 000, là n'est pas la question, mais parce que l'idée, c'est la boussole. En fait, quand on n'a pas d'idée, en fait, le texte, il se tient pas. C'est-à-dire qu'on va nulle part. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour aller quelque part, il faut se dire, c'est dans cette direction que je vais. Alors, première boussole peut-être, et comment aussi structurer, organiser un ouvrage, c'est le titre. Donc, quelle était Verte Vallée, film de John Ford, comment il s'impose, parce que tu ouvres ton livre en parlant de ce film, et ça te permet par là même de parler de Peter Bogdanovich et de Michael Cimino. Donc, voilà, parle-nous peut-être du choix de ce... Ah oui, après la préface, tu veux dire. Oui, après la préface, oui, non, tu prends cette scène-là, la scène j'allais dire l'enterrement. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Un mariage que Ford filme comme un enterrement. Comme un enterrement. Et voilà, parle-nous peut-être du choix de ce titre, puis j'aimerais peut-être que tu me dises quelques mots sur Peter Bogdanovich. Oui. Alors, qui a été Verte ma vallée, au début on réfléchit, on se demande, mais en fait c'est un truc qui pour le coup est venu très très vite. D'abord parce que c'est un de mes films préférés de Ford. Alors ça se passe au Pays de Galles, c'est une sorte de... pas de chronique, mais... Qui n'a jamais vu ici qui a été Verte ma vallée de John Ford? Ici on est vraiment des cinéphiles. Non, mais je... Alors, et ce soir, il va se précipiter pour le voir. Et non, mais voilà, donc moi c'est un film que j'adore absolument, parce que c'est un film en plus qui est intéressant dans Qui a été Verte ma vallée, qui raconte la vie d'une famille, hein, donc de gens qui travaillent comme ça dans les mines, Pays de Galles, etc. Donc, et c'est que le fait que c'est aussi un film qui est raconté depuis le point de vue d'un enfant. Hein. C'est-à-dire que tout le film est pris comme une espèce de souvenir. D'ailleurs l'enfant c'est Roddy McDowall. Roddy McDowall, Cornelius de La Palette des Singes, acteur absolument dément qu'on voit dans plein d'épisodes de Twilight Zone. Et le film est raconté sous la forme d'un souvenir, donc ce qu'on voit n'est même pas la réalité. C'est pas du tout un film naturaliste qui nous raconte comme si on était au Pays de Galles à ce moment-là, etc. Donc voilà. Et Quelle était Verte ma vallée, c'est vraiment le titre qui va avec le point de vue du film, autrement dit de ce gamin, qui même si les conditions étaient extrêmement dures, et Dieu sait qu'ils sont pas des catastrophes dans le film, des départs, des morts, des accidents, etc. Quand lui rétrospectivement il voit ça, ça reste quand même la vallée verte. Voilà. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose de ce mouvement-là quand on écrit quand même sur le cinéma. C'est qu'on fait, et même sur le cinéma qu'on a aimé, ou sur notre adolescence, notre enfance ou autre, c'est quand même Quelle était Verte ma vallée, quoi. D'où le côté par moment un peu, puis moi ça me plaisait un titre. Ce titre d'abord parce que c'est un film de Ford que j'adore, mais surtout je me suis dit c'est bien parce que c'est vraiment le titre qui a priori est le titre de vieux con. Et on va me dire et ça me plaisait. Cette idée, voilà, d'assumer complètement le truc, parce que Quelle était Verte ma vallée, c'est pas un truc de nostalgique, c'est quelque chose qui a très fordien, et pas Quelle était Verte, mais beaucoup plus Liberty Valance, qui nous dit on a la conscience de la mythologie. Et on a la conscience du réel, mais les deux en même temps fonctionnent. Enfin, c'est comme pour les gens qui connaissent Liberty Valance, il faut les deux. Hein. Et je trouve que le titre de Ford qui devient le titre du livre est génial. Qui est littéral, hein, génial, absolument.
donc, Cimino, l'interprétation avec Cimino et Bogdanovich, il fallait être un collab sur Ford, évidemment. Enfin, un collab, c'était vraiment pour eux de totem. Enfin, pour ces deux-là, c'était vraiment un totem. C'est-à-dire aussi bien Bogda que Cimino, c'était vraiment le moment Ford était un moment. Enfin, c'était pas sérieux de parler de cinéma si à un moment donné on passait pas par Ford et si on n'avait pas un point de vue sur lui. Hein, mais c'est marrant parce que je racontais une anecdote parce que j'étais ce matin, hier soir, on était au Mans là, pour faire une avant-première sur Cimino. Et quand on a pour le film sur Michael Cimino, moi je suis allé voir James Toback qui était déjà que j'avais déjà vu dans Woodwood, c'est quelqu'un que j'aime bien, James Toback, et donc qui habite à New York et c'est quelqu'un de très très cinéphile, mais un peu dans la lignée de Bogda, qui lit beaucoup de livres de cinéma. Il a un côté aussi historien de cinéma, même si on sait un petit peu moins, parce qu'il est moins connu, Toback évidemment. Et quand on va le filmer, avec Toback, il faut toujours parler 1 heure et demie de cinéma avant de commencer à faire un entretien. C'est le passage obligé. Et donc ce jour-là, on y va, on commence à parler, et puis je ne sais plus pourquoi la conversation arrive sur le guépard de Visconti. Et donc toute l'équipe technique est en train de préparer les éclairages, on sort les tapis, on déménage l'appartement, c'est jamais très sympa de filmer chez les gens parce que évidemment. Et Toback me dit à un moment, il me dit mais c'est important le cinéma, moi je peux pas être ami avec des gens qui, ça commence, voilà, c'est de radicalité commence à arriver. Et puis il a cette phrase géniale, il dit à un moment donné, mais moi je peux pas être ami avec quelqu'un qui aime pas le guépard de Visconti. Tout simplement. Et alors le pire, c'est que je lui dis mais je suis d'accord James. Je comprends intimement ça. Et donc lui explique, parce qu'il vient d'une génération aussi pour laquelle le cinéma ça comptait, c'était une langue commune, il y avait des débats, et aimer un film ça disait ce qu'étaient les gens. C'était beaucoup plus que j'aime pas le film. Dis-moi quel film tu aimes, profondément je te dirai quel individu tu es. Donc ça engageait de se dire, voilà, moi c'est le guépard, comme il y avait des débats à l'époque entre différents cinéastes, les gens qui se battaient, toi t'es Houston, toi t'es Frédéric. Bon. Et alors l'équipe technique, après, donc on s'en va, etc. Et là je vois leur air complètement ahuri. Il me dit, mais vous êtes fou furieux. C'était ravissime d'en arriver à ce type. Et en même temps, je comprends très très bien. Donc c'est pour ça que je reviens à ta question sur Ford. Avec Cimino et Bogdanovich, c'était pas une histoire de passe-droit ou de sésame, c'est que c'était pour eux, c'était très important, parce que ton rapport à Ford, et la sincérité de ton rapport à Ford disait, pour eux, sur toi, beaucoup plus de choses que tout un certain nombre de discussions qu'on aurait pu avoir, beaucoup plus anodines. Non, c'est dis-moi ton rapport à Ford, et là, je sais qui tu es. Et c'est pour ça que c'était Ford était un sujet sur lequel on revenait souvent, et Bogdanovich, et Cimino. C'est pour ça que le livre s'ouvre avec ce premier tout petit texte en fait qui raconte, parce que ça m'amusait de me dire tiens finalement non seulement les deux me parlaient beaucoup de Ford, et un jour les deux m'ont parlé exactement de la même séquence en me disant c'est là que Ford est dément, c'est dans cette séquence là. Mais raconte cette séquence parce que je trouve ça intéressant. Il est intéressant parce qu'il ne filme pas, par ce qu'il ne filme pas. Bah, ça passe à peu près aux 2 tiers du film. Pour faire court, pour ceux qui l'ont pas vu, l'actrice principale, voilà, dont est amoureuse un pasteur, mais pour plein de raisons, elle ne peut pas épouser ce pasteur-là. Elle va épouser une sorte d'industriel, on pourrait dire, à la place. Et donc Ford va filmer la séquence du mariage. Voilà. Et on voit cette femme avec cet homme avec lequel elle vient de se marier mais qu'elle ne désire pas sortir de l'église. Et puis il y a ce moment très très célèbre de l'histoire du cinéma où d'un seul coup son voile de mariée s'envole, etc. Et Ford disait à l'époque, c'est le côté totalement magique du cinéma, on n'a pas du tout prévu, on n'a pas mis un sèche-cheveux dans son voile, mais quelque chose s'est passé et d'un seul coup on a le sentiment que son esprit, son âme, etc. sont en train de s'envoler. Autrement dit, elle perd de sa substance humaine. Physique, mentale, spirituelle, au moment où elle vient d'épouser cet homme. Donc ça devrait être une séquence évidemment plutôt joyeuse, et comme je disais tout à l'heure, Ford la filme comme un enterrement. Et Bogda et Cimino trouvaient génial, alors évidemment se voit la façon dont on peut avoir un écart entre la réalité d'une séquence que raconte un scénario et comment on le filme. On peut filmer un enterrement comme un mariage et vice versa. Et il disait évidemment ce qui est génial, c'est le plan qui ne vient pas. Voilà. Parce que les grands cinéastes, ça en parlant souvent avec des cinéastes américains, on se rend compte qu'ils sont attachés presque autant par moment à ce qu'on ne filme pas qu'au choix des cadres qu'on va faire.
Et Bogdan et Cimino, qui étaient pourtant des gens différents, me disaient le coup de génie de cette séquence, c'est qu'il y a un plan qui ne filme pas, et le plan qui ne filme pas, c'est le pasteur qui est dans la profondeur de champ, qui lui d'ailleurs est plutôt du côté des tombes, on est chez John Ford, hein. Il est dans la profondeur de champ, on le voit de dos, et Ford ne va pas chercher ce que n'importe quel autre cinéaste allait chercher à ce moment-là, le gros plan du visage meurtri du pasteur, disant « Oh c'est terrible mon amour », non. Et il le filme de loin, de dos, et c'est tellement plus fort, et non, c'est beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'avaient adoré Cimino et Bogdanovich, et à ce à quoi, pour eux, qui donnait la marque de Ford comme grand cinéaste, c'est quand ils n'allaient pas chercher finalement ce gros plan. Et comme on n'a qu'une envie, c'est de voir, d'un seul coup on n'a pas le gros plan du personnage, donc la douleur que lui ressent se répand dans tout le plan. Et c'est ça qui est formidable. Alors que si on était allé chercher un plan, la douleur était concentrée dans le gros plan, on s'en fout, et hop, on repart ensuite au plan d'ensemble. Là, d'un seul coup, la douleur invisible, comme toujours, ce qui est invisible est partout, en fait, contamine toute la séquence, et il le filme de dos. Bon, c'est Godard aussi qui disait qu'un bon acteur, c'est de dos qu'un bon acteur sait jouer. Et il y a un peu de ça quand même. Et c'est une idée absolument géniale. Et donc, je me rappelais cette espèce de discussion, et c'était drôle de voir que ces deux qui parlaient beaucoup de Ford, à un moment donné, avaient choisi, en fait, les deux sans évidemment se concerter, quoi, exactement la même séquence pour parler de l'art de Ford, quoi. Et toi, qu'est-ce que ça... la disparition de Peter Bogdanovich, c'est aussi... j'ai l'impression que ton ouvrage nous invite à revenir au classique. Quelque part. Non, celui-là, au Ford, à tous ces grands maîtres. Et en même temps, je sais pas, c'est assez étrange de voir disparaître cette génération aussi que représente Bogdanovich, cette génération de cinéphiles, de réalisateurs, mais aussi ces gens qui ont vu énormément de films, qui ont vu et qui ont fait aussi la passerelle entre les grands maîtres, les classiques du cinéma américain et le nouvel Hollywood. On en avait parlé quand il n'était pas venu, quand il y avait eu cet accident à Lyon, dans sa baignoire, le pauvre. Il n'était pas tout jeune. Non, il n'était pas jeune. Non, mais après, oui, après, c'est cette génération, on en parle souvent des années 70, qui dans les 4, 5, 6 ans qui viennent aura disparu. Mais Bogdanovich, c'était assez particulier parce qu'il avait, tu parlais de passeur, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est... Et puis c'est surtout quelqu'un qui avait effectivement côtoyé une génération en fait, de cinéastes qui n'était pas une génération de cinéastes cinéphiles. Voilà. On se dit qu'aujourd'hui va arriver, parce que ces gens-là vont disparaître, et puis un jour Paul Thomas Anderson, David Fincher, ces gens-là seront vieux, mais en fait ils ont connu qui ces gens-là? Ils ont connu Friedkin, De Palma, qui sont en fait les mêmes, mais 20, 30, 40 ans avant. L'immense différence quand même avec un type comme Bogdanovich, c'est qu'il avait notamment, je me souviens, parce qu'il m'en parlait très très souvent, c'était Alan Dwan. Oui. Alors c'est bien, il a connu Ford, Hitchcock, West, etc. Mais il avait connu Alan Dwan. Alan Dwan, l'homme aux 1000 films, dont les 3/4 ont disparu et qui un jour est passé du muet au parlant, etc. Donc il avait rencontré ces gens-là. Donc à la fois du point de vue de l'histoire du cinéma, c'est passionnant parce qu'il était allé les voir, comment ça marche. Ces anecdotes qu'il racontait très très souvent sur Alan Dwan, comment est-ce qu'on voit quand on voit un film d'Alan Dwan parlant que le type vient du muet. Je t'avais raconté ça? Non. C'est un truc assez drôle parce que un jour je suis chez lui, puis il était toujours en train de parler de films, de montrer des choses, etc. Voilà. Et puis voilà, on se met à parler d'Alan Dwan. Et puis voilà, il y a quand même le 4 Cavaliers, enfin, un des films, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelle 4 Cavaliers d'Alan Dwan. Ça va, Nils? Et toi, tu opines. Et donc 4 Cavaliers, qui est un film... plutôt une petite série B, etc. Et il me dit, Jean-Baptiste, vous savez pourquoi on voit que Alan Dwan est un cinéaste du muet dans 4 Cavaliers? Je dis, non. Alors il met tout de suite son DVD, etc. Et puis hop, il se fait un arrêt sur image sur les sabots des chevaux. Il me dit, vous voyez, les 4 cavaliers sont en train d'arriver dans la ville, et il dit, plan des sabots. Je dis, ouais, plan des sabots. Il dit, ça montre qu'il vient du muet, parce qu'à l'époque, pour faire entendre le son, il fallait filmer le sabot. Alors qu'à l'époque du parlant, on n'a pas besoin du plan de sabot. Et lui, c'est génial, c'est tout à fait juste. Et non, mais tout ça pour dire que Bogda, il était vraiment comme ça. C'est-à-dire que il avait donc connu cette génération, évidemment Ford, on connaît son documentaire, sa fameuse réponse, comment vous avez fait ça avec une caméra. Enfin bon, et c'est assez génial parce qu'il a connu des gens
qui pour notre génération et celle un peu d'avant, n'a pas du tout cette espèce de rapport théorique, cinéphile. Il a connu des gens pour lesquels la vie avait commencé avant de faire des films. Voilà. Et ça change évidemment tout. Alors que nous, et puis en vieillissant, on va connaître des gens qui n'ont connu qu'une part de... que des gens qui sont des cinéastes de cinéphiles. Donc moi je pense que, il y a quelque chose qui dit... En même temps, c'est la vie. Hein, oui, tout à fait. Non, mais c'est par rapport à des générations de cinéastes aussi, et c'est ce que tu fais aussi à travers tes écrits, c'est-à-dire être une sorte de passeur voilà, pour la génération d'après. Oui, mais c'est ce qu'on fait tous. Chaque génération est là pour passer à la suivante et vient de... Voilà, tout à fait, mais là c'est vrai qu'on est héritier, c'était quand même un art, le cinéma, qui avait une sorte d'âge d'or aussi. Ah oui, bien sûr. Les films d'aujourd'hui sont évidemment des films intéressants. Il y a une partie passionnante de ton bouquin qui parle du hors-champ. Alors du hors-champ chez Ford, il y a tout un chapitre comme ça, qui est presque une analyse de séquence, qui est assez passionnante. Et puis tu y reviens sur cette question du hors-champ aussi. Il y a toute une partie qui parle de Méliès, des Frères Lumière, quelque chose d'assez théorique, d'assez universitaire, mais moi que je trouve passionnant comme rappel et très stimulant à relire, et puis c'est des choses qui devraient faire partie de notre regard de cinéphile, qui fait partie spontanément de notre regard cinéphile, mais peut-être parle-nous de ces articles quand tu les as relus, et voilà. Ah oui, ce que tu en as pensé, est-ce que c'est toujours, évidemment, tu ne te renies absolument pas, mais c'est toujours aussi pertinent, aussi fort, aussi... Oui, alors déjà je peux te dire qu'il y a quelque chose qui est important quand tu fais le choix des textes, et que tu vas les organiser, mais c'est une règle à mon avis qu'il faut absolument suivre, c'est de ne jamais retoucher les textes que tu as écrits. Parce qu'il y a une tentation. Le texte, où il dégage, où il arrive tel quel. Voilà. Mais il y a une tentation, moi, que j'ai relu des textes qui sont dans le livre, où je me dis, quand même, j'aurais pu rajouter ça manque ça, ou ça, c'est pas très bien vu, c'est pas le bon exemple. Mais alors, si on commence évidemment à mettre le doigt dans l'engrenage de la modification, hein, si on commence à jouer, d'ailleurs, c'est un autre débat sur la question, d'ailleurs, entre parenthèses, j'avais cette discussion avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur les fameux director's cut, hein, sur la façon dont des cinéastes se croient autorisés, et a priori, spontanément, ça nous semble normal et logique de pouvoir revenir et reprendre leur film tous les 3-4 ans. Enfin, l'exemple d'Apocalypse ou autre, la Plantation française, je la mets pas, Le Parrain 3, j'y vais pas, etc. Et j'avais cette discussion avec Christophe Gans, on parlait de ça, et on se disait, mais c'est quand même pas possible. C'est qu'en fait, il y a un moment, quand tu fais un film, le film, il existe parce qu'il est pris dans le regard d'un spectateur. Donc le film, il t'appartient, mais il t'appartient pas, non plus, aussi. Autrement dit, allez, modifier une image, changer éventuellement un montage, rajouter une séquence, en fait, c'est modifier un film qui n'est plus à toi, que tu as fait, mais qui n'est plus à toi. Et je pense à ça parce que le texte c'est la même chose. En fait, si on commence à... D'abord, c'est pas honnête parce que c'est évidemment la dimension rétrospective est ridicule, mais il faut garder le texte vraiment, à mon avis, dans son jus, y compris avec ses défauts. Et évidemment, si on commence à se dire je ne prends que les textes parfaits, les textes géniaux, à ce moment-là on ne fait plus de livre. Donc il faut prendre aussi les défauts parce que les défauts ont permis d'avancer. Alors pour répondre vite fait à ta question, parce que je ne vais pas à chaque fois que tu me poses une question sur un texte, sur un texte, tu vois. Le texte sur Ford, ça a été un texte qui était écrit à l'époque pour Trafic. Je pense qu'il faisait un numéro spécial sur John Ford. Et après, moi, John Ford, c'est quelque chose que je côtoie depuis longtemps. Moi, ça fait partie un peu de la base. Enfin, c'est comme quelqu'un qui ferait du piano, qui ne saurait pas où est le do, où est le mi. Sont des gammes. Bon. Mais non, mais on a tous beaucoup de gammes. Mais Ford, moi, je ne comprends même pas qu'on parle de cinéma américain ou d'Amérique si on n'a pas vu Ford. Ça, je ne comprends pas ça intimement, quoi. Et donc, je me suis dit, on va attaquer John Ford, etc., etc. Et c'est vrai que la question, en fait, du hors-champ a été, pour le coup, une focale. C'est un peu ce que je te disais au début sur la question de l'idée. C'est que quand tu écris sur Ford en 2003, 4, 5, 6, on t'a pas attendu. Il y a aussi il y a des terrains qui sont plus ou moins vierges. Ford, dans la littérature critique, française, américaine, c'est colossal. Et d'ailleurs, à la fin, ce qui fait qu'il y a même aujourd'hui le mauvais texte, c'est je sais pas, le verre de whisky chez Ford. Voilà, on s'en fout, quoi. Mais parce qu'il y a tellement, tout a tellement été utilisé et pris que finalement, on va chercher le micro-détail. Ça,
c'est assez toujours amusant de voir ça dans certains textes. D'ailleurs, beaucoup des textes universitaires souvent. Et donc je me suis dit, la focale, c'est le hors-champ. C'est-à-dire que comme John Ford, et je renvoie à un texte qu'avait écrit Charles Tesson, qui s'appelait Les lois de l'hospitalité dans les cahiers du cinéma, il y a très très longtemps, dans un hors-série sur John Ford, qui était très très beau. Il racontait combien John Ford était le cinéaste de l'hospitalité. Voilà. Donc l'hospitalité accomplie, problématique, critique, c'est comment est-ce qu'on accueille l'autre. Hein, c'était le grand désir voilà, de Ford, c'était l'hospitalité. Et il mettait à l'épreuve cette idée-là dans ses films. Parfois ça marche pas. Voilà, je sais pas moi, Massacre de Fort Apache, enfin, de la chevauchée fantastique. De la chevauchée fantastique par exemple au massacre de Fort Apache jusqu'au Cheyenne en 64, on voit bien que la question de l'hospitalité de l'Indien, ou l'accueil de l'Indien, a complètement évolué en 30 ans. Et donc je me suis dit, mais en fait tout ça c'est aussi une question de mise en scène, et la gestion du hors-champ chez Ford, ça raconte complètement ça, puisque tout le problème, je pense que tout le monde le sait déjà, mais tout le problème du cinéma de John Ford, qu'on va à l'os, hein, parce que John Ford c'est et ça, et ça, et ça, et ça, mais moi je pense qu'un grand cinéaste c'est un sujet, voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, de quoi ça parle John Ford. Et je me suis dit, mais finalement, le problème des films de Ford, c'est la question de la communauté, qui est sa grande obsession, d'où le rapport avec Cimino et tous les gens qui vont venir après, son espèce de désir ou ce fantasme de communauté. Mais tous ces films ont cessé, on pourrait dire, d'évaluer les différents rapports à cette communauté-là. Soit la communauté, en fait, on l'ouvre trop, et effectivement elle s'évapore, elle disparaît, donc autrement dit on ouvre trop l'Amérique on pourrait dire à l'autre, à l'ailleurs, au hors-champ, et auquel cas le cadre disparaît puisqu'il est dissous, donc il y a toujours un risque qu'on perde le sens de la communauté et de l'identité si on l'ouvre trop, et inversement, si on referme trop, ça devient Frontière chinoise, son dernier film, et là c'est la pathologie, c'est l'étouffement, en fait c'est d'une certaine manière c'est la fin, c'est l'asphyxie, enfin c'est Henri Fonda dans Massacre de Fort Apache, quoi, face à John Wayne qui lui est l'homme de l'hospitalité contre l'homme de la fermeture. Et je trouvais qu'en revoyant les films de Ford uniquement sous ce prisme de la gestion du hors-champ, jusqu'à ce moment évidemment de bascule génial qui est sorti en 57, puisque le moment... vous avez tous vu tous ces films-là, parce que là, Searchers est un film tellement important évidemment dans l'histoire du cinéma, puisqu'on est en 57 et c'est le moment où il y a un texte, je dois écrire un peu là-dessus, où c'est l'idée du hors-champ qui revient par le milieu du cadre. Ce qui est révolutionnaire dans la mise en scène de Ford. Jusque-là, il y a le cadre et le hors-cadre, ou le hors-champ si on veut. Et puis comme on gère le passage de l'un à l'autre, il rentre, on l'accepte, il rentre, on l'exclut. Voilà, genre monstre quoi, film de monstre. Et puis après, il y a l'accueil total. Les Cheyennes, on est complètement du côté du hors-champ, avec les Cheyennes qui regardent l'ancien champ incarné par Widmark. Bon. Et au milieu, il y a The Searchers. Et là, dans ce coup, c'est Natalie Wood. Natalie Wood, elle est dans le champ, et puis près du désert, pardon. Elle est dans le champ, Natalie Wood, et puis un jour, elle est capturée par les Indiens, donc tant pis pour elle, c'est le hors-champ. Hein. Et puis, mais là, un jour, elle va revenir, en grosso modo. Et l'idée géniale de Ford dans Searchers, c'est la façon dont il fait revenir Natalie Wood. Hein. Il la fait pas revenir comme un monstre sur le côté. Hein. Il la fait revenir par le fond du plan. Et c'est le moment, pour moi, moderne du cinéma américain où d'un seul coup, il n'y a plus le champ et le hors-champ est intérieur. L'autre est à l'intérieur. Alors, peut-être. Non, mais parle-nous de Méliès Lumière quand même. Même si c'est un peu théorique. Je vais pas raconter. Non, mais c'est pas raconter tout le livre. Mais c'est quand même. Je trouve que c'est très stimulant, même comme ça, autour d'un café, de parler de ça. Ça ouvre pas mal de portes. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Ah non, mais non. Mais c'est deux grandes familles de ce que tu viens de lire, ce qui vient de l'écran, et ce qui est en dehors de l'écran. Oui. L'entrée du train dans la gare de La Ciotat et Lumière qui trouve ces solutions de manière beaucoup plus plane, beaucoup plus voilà, sur l'écran lui-même, pas à l'intérieur. Méliès, pardon. Oui, non, mais t'as dit Lumière. Non, mais après, mais je pense que c'est... tu sais, il y a un moment, c'est que je pense que tous les problèmes esthétiques ou les questions qu'on se pose, souvent se résument ou arrivent à une question strictement dialectique. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'amendements qu'on peut faire à ça, il y a plein de cas, mais à la fin, il faut quand même revenir à un truc un peu simple et dialectique, quoi. Il y a du champ, il y a du hors-champ. Et c'est intéressant moi j'ai toujours adoré voir comment est-ce qu'un cinéaste, en fait, traitait ça.
C'est souvent là que se loge d'une certaine manière la croyance dans le mystique, dans l'autre, le rapport au divin, tout est là-dedans. Et le rapport aussi à l'autre et à la politique. Dis-moi comment tu gères le hors-champ, je te dirai politiquement à quoi tu ressembles. Et c'est pas parce que tu vas d'un seul coup te dire je suis démocrate, je suis républicain, je suis droite, non, ça c'est pas, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la mise en scène. Elle raconte quelque chose. Et on voit bien quand je te parlais de Ford, combien sa gestion en fait du hors-champ a complètement suivi son évolution, on pourrait dire presque politique. La façon dont, parce que s'il évolue lui, et puis d'un seul coup sa mise en scène ne change pas, ça n'a pas de sens. C'est on ne pourrait pas se dire qu'il a transposé sur sa mise en scène la façon dont il s'est mis à regarder un peu différemment les choses. C'est pour ça que quand le coup de The Searchers était un film important, et on comprend pourquoi, parce que moi pour faire court, c'est que je me suis très longtemps demandé pourquoi The Searchers était un des films, ou voire le film de Ford préféré par les cinéastes dits du Nouvel Hollywood. Voilà. Et alors là, que ce soit, Dogda, pourtant c'est particulier, hein, mais je sais pas, Paul Schrader, Friedkin, Scorsese, Coppola, alors, tout c'est toujours le frère du désert. Je dis quand même, Ford il a fait des films formidables, et moi c'est même pas mon préféré. Et en fait, c'est en comprenant ça, en fait, que j'ai compris pour la raison pour laquelle en fait, ces cinéastes-là, qui allaient justement mêler le chant et leur chant, qui allaient faire de cette question un vrai problème politique, pour lesquels il n'y avait plus le chant d'un côté et le hors-champ de l'autre, et que cette idée que l'autre devenait intérieur, l'Indien, le monstre, le zombie, les Leatherface, tout ce qu'on veut, je me suis dit, je comprends ce qu'ils ont saisi intuitivement d'important qui se jouait, d'ailleurs dans un quart d'heure du film. Ils ont compris à ce moment-là la modernité de Ford, que c'était l'ère du hors-champ, on pourrait dire radical, qui était l'ère du conservatisme des années 50, c'était fini. Maintenant, il allait falloir apprendre à se dire que l'autre, il est peut-être tapi à l'intérieur du plan. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai du point de vue de la période du désert, parce que c'est intéressant de se dire qu'entre 56 et 59, grosso modo, il y a 3-4 films qui s'occupent du même problème. Il y a Searchers, donc de John Ford, il y a Les Body Snatchers de Don Siegel, hein, mais là, c'est la même chose. Body Snatchers de Don Siegel, c'est toi, toi, tu es l'autre. Alors qu'avant, l'autre, il ressemble à une carotte géante. Enfin, on se dit, ah oui, je vois à peu près que t'es pas exactement pareil, tu vois, ou un chou-fleur à la patte, quoi. Alors que quand toi, c'est l'autre, à ce moment-là, du point de vue de la mise en scène, ça change tout. Puisque jusque-là, ceux qui avaient dans le cinéma américain le droit au sol appartenaient à l'Amérique, voilà, ils avaient une certaine identité. Si d'un seul coup on a un doute sur le cadre qu'on voit, et ça se trouve, ce type que je vois là appartient déjà au hors-champ. Donc l'idée du hors-champ intérieur est importante. Et le troisième film, c'est évidemment Psychose. Je veux dire, on est en 59, et en tout cas au moins dans sa très très grande première partie, on pense qu'il y a Norman Bates et sa mère. Donc il est encore, Hitchcock utilise encore un principe, on pourrait dire du champ Norman Bates, et puis hors champ ou caché, etc. La mère, il y a en fait le principe il y en a deux plutôt qu'un. Et la modernité dans le cinéma, c'est les deux en un. En fait, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des films 1+1 depuis, plein, hein. Mais on revient toujours à la même chose, c'est qu'on peut faire des films très vieux encore aujourd'hui. Mais cette idée du 2 en 1, c'est la modernité dans le cinéma américain. Et ce qui va tout changer, puisque tout le cinéma américain dit du Nouvel Hollywood des années 70, enfin une grande partie, part de ce principe-là. Hein, mais pour des films extrêmement d'ailleurs différents. Alors, tu m'offres une super transition, parce que, parce qu'il y a quand même le cœur de ton bouquin, pas le cœur de ton bouquin, mais un article quand même assez imposant, parle de Psychose, et parle du double, du remake aussi de Psychose, qui avait fait... surtout par de là, en fait. Voilà, de Gus Van Sant. Et il y a tout un développement aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que la qualité de l'article l'article fait une vingtaine, trentaine de pages, je crois. Un peu long. Et il y a un vrai développement où tu vas chez Duchamp, tu vas piocher dans la matière théorique de l'art contemporain, et je trouve ça assez passionnant sur le maniérisme, évidemment. Donc c'est intéressant de se mettre aussi dans la tête d'un réalisateur comme Gus Van Sant, qui va pas seulement faire un simple remake, mais qui va le repenser à partir de son présent, à partir de lui, son appréciation aussi du film d'Hitchcock, qui va pas essayer de faire évidemment le même décalque.
Et ça, tu le détailles très bien. Tu peux nous en parler Oui, alors encore une fois, je ne vais pas raconter. Non, ça raconter. On va pas raconter. Non, mais Psychose, tout le monde connaît. C'est aussi un film que. Ouais. Alors, en fait, je pense que c'est aussi important de se remettre à l'époque où sort le film de Gus Van Sant. On est en 98, si je dis pas de bêtises. 98. Et à l'époque, dans la critique, il y a beaucoup de débats. Instinctivement, il y a une sorte de dédain. On se dit, mais comment oser s'attaquer à un monument comme le Psychose d'Hitchcock, etc. Bon. Donc, premier réflexe qu'il faut un peu mettre de côté, parce que si on estime un peu, on se dit qu'il ne l'a pas fait. Voilà. Alors, à l'époque, Gus Van Sant a aussi une sorte de discours secondé par tous les gens d'Universal, qui est, oui, mais aujourd'hui, la jeune génération ne voit plus de films en noir et blanc, on va refaire le même film en couleur. Bon, c'est un peu court. Et alors, première chose. Deuxième chose, c'est aussi le moment où dans la critique de cinéma et dans l'histoire de la pensée du cinéma, en tout cas en France, la question du maniérisme devient obsédante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça ou s'en souviennent. Il y a eu un retour du maniérisme. Le premier moment où on commence un peu à penser, à théoriser le maniérisme au cinéma, attention, je ne parle pas évidemment d'histoire de l'art, ça fait un bout de temps quand même que le cas est réglé, mais c'est au milieu des années 80. Avec article de Danet, article de Bergala, 85 dans les cahiers du cinéma, il y a les premiers textes sur la question du maniérisme, où on se pose cette question justement de cette génération qui commence à faire des films et dont la toile de fond, on pourrait dire l'arrière-plan, c'est le cinéma. Avec cette idée, alors on a plusieurs, je crois que c'est Bergala, non, je crois que c'est Danet qui énumère comme ça des cinéastes qu'il appelle maniéristes. Voilà. Alors il y a Peckinpah, De Palma, Argento, Zurlini, Melville, etc. Donc tous ces gens-là, ils sont maniéristes. Bon. Qui vont puiser dans la matière, voilà. Dans l'histoire du cinéma. En fait, c'est des gens qui, alors pour faire très court, parce que là on pourrait passer 25 heures sur un sujet comme ça, mais l'idée, c'est grosso modo, c'est que ce sont des cinéastes qui décident d'entretenir un dialogue, une conversation, un rapport avec une image qu'on appellerait matricielle. Voilà. Donc, exemplairement, je sais pas moi, Dario Argento se disant moi c'est Blow Up d'Antonioni, je vais rentrer là-dedans, voilà. Et donc la photo, et je me pose la question délirante qui est, et si David Hemmings était rentré dans la photo de Blow Up, qu'est-ce qui serait passé? Bon, ça c'est le maniérisme, c'est De Palma avec Hitchcock, et Kennedy surtout, parce que je pense que... peu importe. Et donc c'est des cinéastes qui vont élire à l'intérieur d'une œuvre matricielle originale une sorte de séquence, un motif parental, et qui vont le reprendre, le détourner, le triturer pour se l'approprier. Donc c'est un drôle de geste le maniérisme, c'est une façon de reprendre l'original et de tellement le tordre à soi-même, c'est un truc douloureux. Parce que c'est des gens, toute cette génération-là, on pourrait dire, qui souffrent d'être arrivés trop tard. Voilà, ils arrivent, alors De Palma, il arrive après Hitchcock, quoi. Argento, il arrive en premier. Ils arrivent trop tard, comme Peckinpah arriverait trop tard, ou Zurlini. Bon. Donc c'est un cinéma qui est profondément mélancolique, c'est un cinéma qui est obsédé par cette idée qu'on arrive trop tard, et pourtant on fait des films. Donc c'est un cinéma douloureux, le cinéma maniériste, de certaine manière. Et donc tout ça, c'est un peu l'histoire du maniérisme, si on veut, et comment c'est des gens qui vont s'inscrire dans un rapport avec un original. Donc il y aurait, on pourrait presque dire, l'œuvre maniériste, et puis de l'autre, il y aurait l'œuvre originale, la matrice. Bon. Et d'ailleurs, je crois que je cite un des historiens de l'art qui s'appelle Claude Gilbert Dubois, qui avait parlé à propos de ça, le maniérisme, c'est un principe d'allégeance subversive. Donc une expression géniale. C'est un principe d'allégeance parce qu'on se dit, ben moi Hitchcock c'est le grand, Ford c'est le grand, etc. Et subversif parce que derrière je fais tout le contraire. Et je me dis, moi je vais faire 10 fois mieux que Hitchcock ou Ford. Il y a quand même quelque chose d'une forme d'arrogance dans l'acte maniériste incroyable. Et donc tout ça pour dire que quand le film de Gus Van Sant sort, donc on est dans cette espèce de moment de la question du maniérisme, ou Melville, ou Zurlini, et d'ailleurs historiquement les cahiers à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais et Danet le dit, en fait moi j'ai un problème avec les maniéristes. Je me souviens à l'époque d'un truc qui m'avait complètement traumatisé quand j'étais ado. Je vois Danet en train d'écrire sur Inferno d'Argento, ça s'appelle Un clou pour rien, et il dit un clou pour rien. Et moi je me suis dit, c'est terrible, en fait c'est presque ce qui m'a donné envie de me mettre à écrire. Je vais lui prouver que c'est pas un clou pour rien, quoi, derrière Argento. Mais il y avait un peu cette idée-là, il y avait quand même cette idée de le maniérisme n'avait pas bonne presse à ce moment-là. Et quand Gus Van Sant fait donc Psychose, le problème, moi ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que comment voir le psycho de Gus Van Sant si on n'a pas par cœur en tête
le film d'Hitchcock. Mais je pense que c'est un vrai problème, y compris de programmation, de distribution ou autre. Et moi j'étais convaincu que la meilleure façon de projeter le film de Gus Van Sant, ça aurait été soit en split screen, ce qui aurait été extraordinaire par rapport à ce qu'était évidemment Psychose, puisque le split screen de De Palma notamment vient de la skise de Norman Bates dans Psychose. Hein, bon, bref. Et donc ça aurait été formidable. Là, le vrai geste, ça aurait été... et moi je l'ai fait chez moi. Ah oui, je pense qu'on a tous fait, on a pris nos deux télés. Je te parle des vrais cinéphiles. Oui. Et on a tous pris deux télés et voilà, on était là, seconde près, plan par plan. Qui a fait ça? Je suis sûr que certains l'ont fait parmi vous. Il n'y a même pas quelqu'un qui est solidaire. Je crois que le MoMA l'avait fait. Il me semble que le MoMA avait fait un truc. C'est bien possible. Alors, mais c'est intéressant que tu parles du MoMA parce que, pourquoi je raconte ça? Parce que le film sort en salle, mais la façon dont il sort, il est projeté, est à mon avis pas la bonne façon. D'où le fait que le Psycho de Gus Van Sant était presque un film qui relève de l'installation ou du happening, et qui aurait presque pu être en musée, de certaine manière. Mais il n'y avait pas un artiste qui avait filmé la scène de la douche au ralenti Pour le MoMA, justement. Pour le MoMA, je crois, la scène de la douche, c'est possible, c'est possible. Séquence par séquence, plan par plan, puis, et en boucle, je crois. Oui, ça dure plusieurs heures. Ça dure plusieurs heures, oui. Ça durait 12 heures, je crois. Non mais tout ça pour dire que je me dis, comme pour aborder le film de Gus Van Sant, alors on oublie l'argument commercial qui est que des gens vont voir un nouveau film. Bon, ça peut arriver. Et puis on se dit, bon voilà, il y a quand même l'écrin idéal du film de Gus Van Sant, c'est évidemment le rapport à Psychose et la comparaison, et c'est là que ça devient génial. Et moi je me fais cette projection, et d'un seul coup, je comprends que le film est dingue, on n'a rien à faire en salle tel quel, ou alors d'avoir que des spectateurs qui connaissent par cœur le film Hitchcock, et même là c'est difficile, parce qu'on a besoin d'être à la seconde près pour comprendre ce que fait Gus Van Sant. La séquence de la douche, etc., je sais qu'il y a ces 3 secondes et demie ou 4 secondes d'écart entre les deux. On dit, bon, c'est rien du tout. Bon. Non, c'est très important, puisque dans une séquence aussi mythique, qui est presque la séquence de l'histoire du cinéma, et c'est assez génial quand vous comparez les deux séquences, et il y a 1000 exemples, etc. Ça marche pas trop, du coup, en sortant... Ben non, parce que toi tu t'arrêtes. Et du coup, ça marche bah tu t'arrêtes. Ah oui, c'est ça, tu t'arrêtes, tu récupères le temps de l'un et tu dis c'est quoi la différence? C'est exactement du coup. Non, en termes de durée, c'est pas exactement pareil. C'est qu'il y a des écarts. D'abord c'est en couleur, il y a d'autres acteurs. Mais il y a d'autres plans aussi. Oui, mais en même temps le découpage. Oui et non, parce que ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que je racontais, c'est évidemment l'écart de Gus Van Sant. C'est qu'il y a des moments où il copie strictement le film original. Mais qu'est-ce que ça veut dire de copier strictement le film original quand tu es en couleur avec d'autres acteurs? Et puis surtout, 40 ans plus tard, est-ce que le même film, tu vois, à la limite, Hitchcock arrive aujourd'hui, 98, il fait Psychose, c'est pas le même film. Parce que le temps a passé. Parce que tous les enfants d'Hitchcock sont sortis entre-temps et de Psychose. Et là où le film de Gus Van Sant est génial, c'est qu'en fait, il prend le Psychose d'Hitchcock, il le refait, mais augmenté de toutes des générations qui ont suivi, dont la vulgarité, l'obscénité, le meurtre, etc. Et se souvenant, moi c'est ça que j'avais. Parce qu'on dit toujours Hitchcock, l'art de la suggestion, etc. Mais enfin, revoyez Frenzy en 72 et regardez ce que... Bon, et les projets qu'avait Hitchcock. Et moi, donc, vous avez peut-être tous lu Kaleidoscope Killer, etc. Il allait faire du Henry portrait de John McNaughton. Donc on était très très loin de la mort aux trousses et du train qui rentre dans le tunnel. Ah ouais. Et donc c'est intéressant parce qu'Hitchcock avait conscience de ça. Il avait lui-même théorisé l'idée que la violence, que justement il allait falloir montrer une forme de laideur, de trivialité. Et Frenzy, c'est un film qui est extraordinairement trivial. Hein. Et ce qui est génial avec Gus Van Sant, c'est que lui, il fait Psychose en 98, mais c'est presque une date qui n'existe pas, puisqu'il fait Psychose, mais comme si Hitchcock avait évolué. Et qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui Hitchcock? Donc le film est... Alors théoriquement, c'est génial de rentrer là-dedans, hein, parce que ça renvoie aussi à l'original, qu'est-ce que c'est que l'original, etc. Et on voit bien tout le travail que fait Gus Van Sant, jusqu'à un moment qui est le moment savoureux dans la banque, lorsque Hitchcock apparaissait dans Psychose. Là, cette fois, Hitchcock, un faux Hitchcock, est de dos, on le reconnaît, et c'est Gus Van Sant qui rentre et qui tapote sur le dos de Hitchcock. C'est prodigieux. Et le film devient génial. Alors, c'est pas une jouissance, paquet de popcorn, on sort, c'est cool. Donc, évidemment,
la jouissance, comme toujours, elle vient aussi du travail qu'on a pu faire et de l'écart, ça devient extrêmement stimulant de voir comment est-ce qu'il a travaillé en fait là-dessus, y compris sur les miroirs. Il rajoute des miroirs, par exemple, il remplace l'usage des vieillards par le verrou de Fragonard. C'est-à-dire que là où on disait le psycho c'est génial parce que c'est une métaphore du voyeurisme ou autre, et là, d'un seul coup, le Norman Bates, il a le verrou. Alors pour les critiques, on est un peu castré, quoi. La métaphore est là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis dans sa chambre, il a des magazines érotiques. Et on les voit. Et on les voit. Ouais. C'est intéressant, parce que la critique, c'est toujours aller révéler un film et de dire ce que le film ne montre pas, et en fait ce qu'il fallait voir. Et là, Gus Van Sant nous montre, il littéralise intégralement Psychose. Et ce qui fait que le film ne marche pas. Enfin, bon, on pourrait en parler comme ça pendant des heures. Mais tout ça pour dire que c'était un moment. C'est un article qui vient d'une série d'actes de colloques, d'où son côté un peu long, et moi je trouve ça passionnant. Oui, mais c'est pas un texte écrit en 1 heure, je veux dire. Oui, non, voilà. Mais c'était passionnant, et tu parlais de. Enfin bref. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, on parle du film, mais j'ai pas besoin d'arguments pour donner envie de lire le livre, mais. C'est vaste, c'est large, ça va brasser encore une fois sur la théorie de l'art, et je trouve que c'est assez passionnant. Oui, mais tu sais, à l'époque, quand le maniérisme, la question du maniérisme qui est à la mode dans la critique et dans les universitaires, ça devient. Oui, ça voilà. fait partie de. Si tu veux parler du maniérisme, tu te dis que ça n'a pas commencé quand même avec Melville ou Peckinpah. Tu vois. Donc tu vas, et c'est ça qui est lié avec le cinéma, c'est que ça te conduit toujours évidemment vers autre chose. On pourrait avoir l'impression qu'il ne s'agit que de cinéma américain, mais c'est absolument pas le cas, évidemment, parce que je fais pas j'égrène pas tous les chapitres, mais tu parles de Melville, tu parles de Becker, tu parles de Haneke, il y a un article voilà, où Haneke déguste, il y a plein d'articles comme ça, en général c'est plutôt des articles que gens que tu aimes, et là Haneke c'est un désengage en règle, quoi. Désengage, c'est pas un désengage. Non, mais c'est un article un peu. Tu éreintes. Mais je pense que c'est bien, on disait tout à l'heure, c'est important de savoir les cinéastes qui vous structurent, tu vois, qui sont importants, etc. Je pense que les objets ou les cinéastes avec lesquels on apprend sont aussi importants. Pour situer. Ouais, je pense que c'est important. Alors, un article que j'aime beaucoup aussi, c'est Tati de Funès, l'hypothèse des faux jumeaux. Et un article assez court, mais c'est intéressant de mettre face à face ou dos à dos ces deux comédiens un peu emblématiques comme ça du cinéma français. Non mais je peux te dire un mot là-dessus, parce que Tati de Funès, moi ce qui m'intéressait c'est que c'est que historiquement c'est tellement pas les mêmes écoles critiques. C'est-à-dire qu'il y a les aristocrates qui adorent Tati et puis les prolos qui aiment de Funès. Et évidemment, moi j'adore ça. Hein, c'est le moment où. Donc je me suis dit, en revoyant Tati, en revoyant de Funès, je me suis dit, il y a un truc intéressant à faire, c'est que quand on regarde mon hypothèse de départ, l'hypothèse des faux jumeaux dont tu parles, c'était de faire converser deux cinéastes qui n'appartiennent pas du tout, on pourrait dire, à la même classe sociale culturelle. Voilà. Pour la critique, Tati évidemment, et de Funès, on a même vu qu'au monde de l'expo de Funès à la Cinémathèque, combien les vieux réflexes de classe, d'élite provenance, c'est le procès atroce, etc. Après, j'ai lu des trucs hallucinants. Après, on peut regarder des films, ça devient plus intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, parce qu'il y a plein d'éléments qui militent pour ça, c'est que de Funès adorait Tati. Et puis en revoyant le film, je me suis dit, mais quand on voit les films de Jacques Tati, il y a quand même un truc un peu de l'ordre du populisme qui est là, du fantôme du populisme, les Américains, là, parce que quand vous regardez dans le détail, aussi bien de Mon oncle, Vacances de Monsieur Hulot, on sent que c'est une forme d'hypermodernité, mais qui est hantée par un truc que les contempteurs de Funès appelleraient populiste. Et puis inversement, quand on regarde les films de Funès, mais à tel point que je dis les films de Funès, c'est que ça en dit long sur le fait que c'était un acteur qui avait une telle puissance, un tel génie qu'il est devenu presque l'auteur de ses propres films. Alors après, on peut regretter que de Funès n'ait pas trouvé comme Toto, on pourrait dire son Pasolini. Évidemment, c'est un autre débat. Et inversement, quand on regarde les films de Funès, on se rend compte qu'il y a une forme de modernité dans la façon dont il traite le personnage, les corps, et avec même des moments d'opposition. Tati ne rêve que d'une seule chose, c'est de s'abstraire du cadre, de Hulot jusqu'à Playtime, alors que de Funès
Funès veut tout le contraire. Lui, il veut prendre le pouvoir intégral sur le cadre. Et donc, je trouvais c'est passionnant de les faire converser, en fait, tous les deux, parce que l'un et l'autre sont presque les deux faces d'un même problème, à la limite burlesque, politique ou autre. Et donc, voilà. Et ça, c'était pour un catalogue, le catalogue de l'expo de Funès à la Cinémathèque. Et puis, ça me plaisait de mettre... Enfin voilà, ça me plaisait parce que je savais qu'en mettant Tati et de Funès, Oui, tout de suite. voilà, il y a me dire qu'il y a mais comment S'il y a des questions, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le livre, c'est un peu épais quand même. alors c'est inquiétant. Hein, C'est inquiétant. Non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est de la présence de Jean-Baptiste. Moi, j'ai eu une question. Alors, je sais, Jean-Baptiste, que je sais, Jean-Baptiste, que un de tes premiers déclics, c'est la Horde sauvage de Peckinpah. Je ne sais pas quel âge tu avais à l'époque. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Est-ce qu'il y a eu un autre déclic aussi fort que Peckinpah? Ah oui, il y en a eu plein. C'est compliqué parce que en fait, j'ai pas de. Mais je pense que tu vois, je pense que les sans doute Carpenter, que je dois découvrir avant. C'est plus le cinéma de genre, en fait, moi quand je suis ado, que je découvre véritablement, et qui me marque, et qui m'intéresse, etc. La Horde sauvage, oui, la Horde sauvage, c'est quelque chose voilà, qui pour moi, il y a un avant, un après. Ouais. D'ailleurs, c'est tellement important qu'il n'y a même pas un article sur la Horde sauvage dans le livre. Et parce que c'est aussi un truc d'ailleurs qu'on ne s'est pas raconté, c'est que, en fait, quand beaucoup de ces textes-là, mais c'est le cas je pense pour plein de gens qui écrivent, pour qu'à certains d'entre eux, dans ta tête c'est potentiellement un livre. Bon. Et parce que dans la vie on a le temps qu'on a, et pour un livre qu'on fait, il y en a 10 qu'on aurait voulu faire à côté. Et Peckinpah fait pour moi partie de ces cinéastes sur lesquels voilà, je rêverais toujours un jour de faire un livre sur Sam Peckinpah. Voilà. Mais comme d'autres, hein, bien sûr. Et donc Peckinpah, il est à la fois partout, il a infusé dans d'autres trucs que j'ai pu faire par-ci par-là, mais c'est vrai qu'on aurait, je me dis, voilà, un livre sur Sam Peckinpah aurait pour moi un sens, ou comme sur d'autres cinéastes, hein, John Frankenheimer qui est dans le bouquin, cet article-là, par moments certains des articles sont les matrices d'un livre qu'on aurait envie en réalité d'écrire. Enfin, je pense à Frankenheimer, il y avait un moment donné sur Mandingo de Richard Fleischer, mais Richard Fleischer c'est 10 ans de travail, enfin, voilà, c'est pas 50 ans de carrière, on l'épuise pas en 6 mois. Donc tout ça, mais après mais comme tout le monde, on se dit qu'on est surtout obsédé par les livres qu'on n'a pas écrits, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les livres qui sont faits, ils valent ce qu'ils valent et puis basta. Mais on se dit, bah alors, oui, le livre sur Frankenheimer en France, et pas cool là, il n'y a rien. Et on parlait de Zourlini, là, voilà. Mais c'est où Zourlini en France? Où est-ce qu'il y a un livre sur Zourlini? Alors que c'est démentiel. On parlait de professeur. Où est-ce qu'il y a un livre sur Vittorio De Sica? Mais j'ai regardé des cinéastes. Mais bien sûr. Il n'y a pas tant de cinéastes qui ont eu Exactement, absolument. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a le côté. Je relève l'article que tu as écrit sur Umberto D, qui est magnifique. Ah oui, bien sûr. Il y a quelques articles, dans l'ouvrage qui sont, je trouve, qui détonnent, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez presque. Il y a quelque chose d'assez généreux, d'assez. Tu relèves tout ce qui est beau. Ça détonne. C'est pas ça. Non, mais je sais pas, il occupe une place particulière, je trouve, cet article. Non, mais après, si tu veux, genre, rien n'est jamais figé. C'est-à-dire que, par exemple, un cinéaste comme De Sica, pour moi, quand tu fais, en fait, moi j'ai fait des études de cinéma à l'université, peut-être comme certains parmi vous, à côté. Enfin, donc voilà, ça fait partie aussi des choses que j'ai aimé, parfois subi, enfin peu importe. Et donc les histoires officielles, académiques, c'est évidemment ce qu'il y a de pire, parce que écrire sur le cinéma, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais bon, il y a des études de cinéma en France, il y a des trucs lycéens au cinéma, c'est mieux que rien, on peut en débattre des heures. Est-ce que le cinéma... c'est vachement motivant, c'est mieux que rien. Non, mais je suis d'accord. Que les enfants aient bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un débat. Il y a aussi un vrai débat qui existe depuis très très longtemps sur est-ce que le cinéma, ça s'enseigne ou pas. Voilà. Moi je pense qu'un jour on peut penser oui, ça s'enseigne, le lendemain on peut penser non, ça ne peut pas s'enseigner. Et je pense que les deux ont raison. Il ne s'agit pas de trancher ça là-dessus. Mais dans les histoires officielles, c'est vrai que quand il y a des cinéastes qu'on a un peu figés dans la façon dont les histoires sont écrites. Oui. Voilà. Et le néo-réalisme italien, je prends juste cet exemple-là parce qu'on parle de ça, quand on est à la fac, on arrive, on a Rome ville ouverte, ça c'est Rossellini.
Après, on a voleur de bicyclette, c'est de Sicard. Et puis, dans le meilleur des cas, on ira avoir un 210, etc. Bon. Et donc, ce qui est intéressant quand tu fais de la critique, c'est toujours de se dire l'histoire du cinéma, c'est quelque chose de vivant, et il faut la réévaluer. Dès que c'est figé, c'est mort. Et de Sicard, moi, pendant très très longtemps, j'y suis pas revenu. Tu vois, j'avais vu des films de Sicard, pas tous, hein, une partie, etc. Et il y a 2-3 ans, je me suis dit, je vais faire l'intégrale de Vittorio de Sicard. Et là, j'étais soufflé. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. D'abord, je pense que c'est du grand Rossellini, et je trouve ça extraordinaire. Alors que l'Académie a plutôt mis en avant Rossellini, et que De Sica, et la critique, et que De Sica, parce que sa fin de carrière, parce que pour plein de raisons, etc. Et en revoyant De Sica, je trouve ça absolument prodigieux, que mais aussi bien les enfants regardent, vous avez peut-être vu ce film de 43, Le Toit, Miracle à Milan. Miracle à Milan, c'est même pas forcément le meilleur d'ailleurs. Et Umberto D, qui est peut-être pour moi son chef-d'œuvre. Voilà. Film absolument incroyable. Et donc et le texte vient pas du tout, là pour le coup tu vois, de quelque chose que tu macères pendant 20-25 ans. C'est un texte au contraire qui est très jeune. C'est-à-dire que tu revois De Sica, parce qu'il faut toujours revoir pour réévaluer. Il ne faut pas se dire De Sica, c'est ça, j'y penserai plus jamais. Il faut souvent revenir vers des cinéastes et leur intégrale. Et là, m'est apparu que c'était le grand cinéaste italien du néoréalisme. C'était lui. Et pour moi, et tout est discutable ou autre, et que c'était plus Rossellini. C'était bien plus fort. Et donc je me suis dit, bah, allons-y sur Umberto D, qui est en plus un film que j'adore, et c'était d'ailleurs c'était Carlotta qui le ressortait en Blu-ray à ce moment-là, et à cette occasion-là, je me suis remis à retravailler sur le film, et puis voilà quoi. Et tu le fais cohabiter avec Castellari, évidemment. C'est l'occasion de parler de la collection aussi Make My Day, qu'on a mis sur la table. Voilà, oui, voilà, qu'est-ce que ça. je dis sur la collection Make My Day Il n'y a pas de VF. Non, que c'est large, que voilà, c'est un choix tout azimut, que c'est voilà. Il y a beaucoup de films de la collection dont tu parles. Monsieur Klein, il y a Le Trou, Un témoin à battre, c'est Mandingo, voilà, Fleischer, voilà, ouais, c'est ça. Non, après, tu sais, enfin, la collection, on en a peut-être un peu déjà parlé, mais la collection, elle répond un peu au même type de logique, c'est-à-dire, tu peux faire du Castellari, du Francesco Rosi, tu peux faire Joseph Losey, Monsieur Klein, puis du Loguesti. Pour moi, je pense toujours qu'on ne peut pas aimer le cinéma autrement que totalement, c'est tout. Voilà. Et donc, alors c'est moi, encore une fois, c'est moi. À la fois de façon totale, que je n'ai jamais compris ce qui n'aimait qu'un certain type de film, certains genres, certains types de cinéma. Je me suis toujours dit que c'est ouais, non. Le cinéma, c'est parce que le cinéma est lui-même quelque chose de totalement multiple et ouvert, et quand on voit les films eux-mêmes, c'est un dialogue permanent entre des objets de provenance, et voilà, c'est quelque chose de connu, mais c'est bien de le rappeler. Hein. Donc, et puis la collection, elle renvoie aussi à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Alors attention, avec toujours ce moment où il faut quand même se dire que c'est pas parce que, enfin c'est bien de le répéter, c'est pas parce que tout le monde doit avoir sa place à la table du cinéma que tout le monde se vaut. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que je trouve qu'il y a des grands films. Mandingo est un grand film et un film important. Bien entendu. Après, évidemment. Des films qui sont des découvertes. Bien entendu, bien sûr. Non, mais comme dans la vie, il y a des gens géniaux, intelligents, et pour autant, tu vas mettre au placard ceux qui sont un peu moins intelligents. Donc ils ont le droit d'exister, ces gens-là. Bon, c'est pareil avec les films. Non, mais tu vois, donc à un moment donné, chacun a sa place. Oui, parallèle. Non, mais tu vois, chacun a sa place. Et il faut savoir lui donner, parce que l'histoire du cinéma, c'est souvent plus une histoire d'exclusion. Hein, c'est lui et pas lui. Et moi, je pense que c'est intéressant de faire le pari que c'est lui et donc c'est toujours un petit peu ça l'idée, c'est d'essayer d'inviter tous les gens, de faire découvrir, et on se rend compte dans la collection combien chaque film en fait doit, en tout cas moi c'est pour moi le cas, à chaque fois faire un tout petit peu bouger l'histoire du cinéma qu'on a en tête. Si un film ne faut pas bouger l'histoire du cinéma qu'on a en tête, c'est que soit on a une bonne histoire du cinéma, soit on ne sait pas les regarder, mais il n'y a pas d'histoire du cinéma figée. Ce qui est génial, c'est de la remettre sur le tapis à chaque film. Quand je sais pas, on regarde La mort a pondu un œuf de Giulio Questi, je veux dire c'est intéressant, je pensais quand même à 2-3 trucs, il y a Week-end de Godard dans les parages, etc. Hop, je repense l'histoire du cinéma. Dès qu'il y a marqué histoire du cinéma chez Armand Collin, 25 éditions, et je vois qu'il n'y a jamais une ligne qui change en 20 ans, là il y a un problème pour moi. Question, si des gens au fond, oui.
Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, en fait, j'ai parcouru quelques pages de votre livre. Concernant le moment où vous revenez sur Melville, le fait que vous ayez montré à votre fille de 8 ans le cercle rouge. Non, c'est juste pour dire entre ça et puis dans l'introduction vous parlez de Once Upon a Time in Hollywood et The Irishman, voilà, faut choisir les bonnes mèches, on va dire. Voilà, Choisir les bonnes quoi? les bonnes mèches. Ah. Les bonnes mèches, vous parlez de ça à la fin de la préface. Voilà, pour dire, moi, d'un point de vue personnel, je sais que la cinéphilie que j'ai aujourd'hui, les graines de départ, moi, ça a été mes parents. C'est eux qui m'ont transmis ça, voilà. Que ce soit divers, voilà. Par exemple, voilà, ma mère c'était Demi, c'était Mankiewicz, c'était Hitchcock, voilà. Mon père c'était Verhoeven, James Cameron. Ça va, on va dire, voilà. Il y a pire dans la vie, quoi. Voilà, mais ça, c'est des trucs comme ça, voilà, où voilà, on voit quand on est enfant, quand on a, je sais pas, quand on a 7, 8, 9 ans, on voit des images qu'on ne comprend pas, mais qui nous fascinent. Vous dites que votre fille, voilà, pendant les 2 heures du film, elle n'a pas dormi, elle a regardé ça comme ça, en étant complètement fascinée, et voilà. C'est ouais, c'est la question de la transmission aujourd'hui, voilà, où on a accès à un peu tout. Voilà, vous voyez par exemple un ado qui est tout seul dans sa chambre aujourd'hui, il a Netflix, voilà, on lui propose l'organigramme, voilà, vers quoi il va se tourner. Voilà, on n'en sait rien. Moi, je me dis que la chance qu'on a, c'est quand même d'avoir une génération. Enfin, moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Je me dis quand même, on est d'une génération, ce qu'on appelle voilà, le cinéma du milieu, à l'époque où il y avait beaucoup de gens. Enfin, les gens allaient beaucoup plus au cinéma qu'aujourd'hui. Ils se nourrissaient de beaucoup plus de choses. J'ai l'impression, en tout cas, c'était moins dans des carcans, dans des genres enfermés dans quoi que ce soit. Et on n'a plus. Je trouve qu'il y a une chance qu'on est en train de perdre, en tout cas. Sur la question de la transmission du cinéma, ça me faisait penser à ça en me disant, en fait, ouais, moi j'ai une chance de fou, en fait. Comment ils montraient tout ça quand j'étais gamin, mais vraiment, c'est des trucs que j'ai pas compris. Voilà, quand j'avais 5 ans, accidentellement, voilà, mon père m'a emmené voir le deuxième Jurassic Park de Steven Spielberg. Au lieu d'aller voir un Disney, voilà, il y avait. L'autre salle était pleine, il m'a dit, bon, je vais te montrer un film d'aventure, je te cacherai les yeux si c'est trop violent, voilà, il a dormi. Il a dormi, moi j'ai tout vu, voilà. Voilà, et je pense que j'ai rien compris à ce que j'ai vu, mais j'ai pris une déflagration, quoi, voilà. Et puis c'est des trucs comme ça, c'est des pans qu'on met, voilà, les images qu'on voit quand on est jeune, on les comprend pas forcément. Et pourtant elles sont, pourtant elles sont là. Elles sont là, tout simplement. Est-ce que voilà, enfin, en tout cas cette flamme-là, je trouve ça m'a touché en fait ce que vous avez fait sur votre fille. Voilà, faut entretenir ça, même si c'est des films où peut-être que les enfants sont trop grands pour les voir, en tout cas, même si c'est un hasard, hein, c'est complètement. Ça tombe du ciel comme ça, c'est. Voilà. Oui, mais évidemment, voilà, ce texte-là sur Melville, l'histoire de ma fille, c'était en fait il y a deux choses. D'abord, c'est pas. J'espère que tous les cinéphiles qui ont des enfants font un peu le travail minimum. Mais si les cinéphiles ne se reproduisent pas à l'identique 1 sur 1, on est mort. Assurer un minimum. Donc voilà. Non, mais je veux dire, c'est un devoir de citoyen, c'est un truc politique, vous voyez, ça va bien au-delà du cinéma. Vous parlez de ce moment de ma fille où je lui montre évidemment Melville, c'est parce qu'en fait, mais je le raconte un peu, c'est qu'à l'époque, je dois écrire moi un texte sur Melville pour Trafic. Ouais, je crois que c'est pour, enfin, peu importe. Et donc je revois tous les Melville, et puis je manque de temps, et puis je suis avec mes enfants un soir, et puis il faut que je leur montre un Melville, parce que moi je dois en voir un. Donc ils vont être obligés de se taper un Melville, quoi. Et puis ma fille a 8 ans, effectivement. Et donc je me dis, mais je me pose vraiment la question, hein, à ce moment-là, Melville pour une gamine, une fille. Melville. Voilà, de 8 ans, qu'est-ce qu'elle va pouvoir voilà, voir, supporter, etc. Donc je réfléchis, je choisis 2-3 trucs, et je me dis, tiens, allons-y sur le cercle rouge, parce qu'elle adore Alain Delon. Je dis, ah, ça va être sa porte d'entrée, et puis un flic, c'est tellement funèbre, que voilà. Donc je me dis, l'hypothèse de Long marchera peut-être pour le cercle rouge, et puis Bourvil, elle se souvient un peu de Bourvil, alors il n'est pas hyper pop, Bourvil dans le film, mais quand même. Je suis convaincu, en réalité, effectivement, c'est que lorsqu'elle va, je vais la mettre devant, je lui dis, mais si t'en as marre, tu arrêtes, je suis pas le père du voyeur de Michael Powell, hein. On a le droit de donc, si tu veux. Et donc, tout ça pour dire qu'elle voit le film, et effectivement, c'est un peu ce que je raconte, elle est absolument fascinée pendant 2h20. Alors, il y a deux façons d'être en tant que père par rapport à ça. Soit on se dit, putain, qu'est-ce qu'elle est brillante, c'est quand même quelque chose. Elle a 8 ans, mais elle a déjà 25 ans d'affinéphilie, c'est fou, et c'est très bon pour l'ego et toutes ces choses-là. Ou alors, et ce qui est quand même un peu l'autre hypothèse, c'était de se dire, oui, mais alors, qu'est-ce qui, dans ce film-là de Melville, en fait, a pu intéresser une gamine de 8 ans? Et moi, j'ai complètement repris, en fait, à la fois ce que je pensais de Melville et tout le texte que j'étais parti pour faire un truc, je m'en suis rendu compte après coup,
un peu plan-plan, quoi. Genre, ouais, Melville, vieillissant, cinéphilie, toujours les mêmes trucs qu'on ressort. Je dis, ouais, mais une gamine de 8 ans, c'est qu'elle a vu autre chose. Elle, l'histoire du cinéma, le cinéma américain, la mélancolie, le vieillissement, je veux dire, les icônes, les zombies, elles sont fous complètement. Et donc, j'ai repris tous les films de Melville, mais jusqu'à partir du Clown Baby d'ailleurs. Hein. Bon, ouais. Tous les films de Melville, à partir de cette idée-là, et elle, mais de façon presque malgré elle, m'a complètement ouvert les yeux sur Melville. Et de façon beaucoup plus intéressante, où je me suis dit, il y a de la mélancolie, pour faire court, melvillienne, c'est tout à fait vrai, etc., mais il y a de l'enfance. Et Melville, c'est à la fois des gamins qui font joujou, et en même temps, patiemment, en fait, ce que raconte Montand pendant 45 secondes, à la fin, il lui dit « J'ai rien compris, mais c'est génial. » C'est vraiment une phrase d'enfant. Hein. Et moi, j'ai toujours pensé qu'on habitait les films de Melville, mais y compris même son goût du studio, le fait d'enfermer son cinéma dans quelque chose d'un peu artificiel et faux. La fameuse séquence de la maquette dans Un flic, d'un seul coup, que je revois différemment, parce que c'est une maquette d'enfant. Et on se dit, mais Melville, il aurait très très bien pu aller chercher un plan d'hélico, un stock shot. Il a voulu cette très longue séquence où on voit les vilains avec l'hélico. Enfin, il y a un moment donné, on voit la petite figurine qui sort. Et tout ça pour dire que le moment de transmission, en fait, je dirais presque que en fait, ma fille m'a plus apporté que moi je lui ai apporté. Et d'un seul coup, j'ai pris au sérieux son regard. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle m'a donné un éclairage que j'aurais jamais eu si je lui avais pas montré le film en réalité. Et la dernière chose, c'était sur la question des mèches. Vous parliez, il faut choisir ses mèches. Et parce que moi, c'est un truc qui me semble important, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, comme plein d'autres, à écrire des textes critiques, à faire des livres, etc., c'était un certain moment de l'histoire du cinéma et de la critique, etc., grosso modo, fin 90, début 2000. Et à ce moment-là, les enjeux critiques, en fait, sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Autrement dit, moi je me souviens très très bien, au début on était là pour dire ah oui, bah justement, Argento, Carpenter, De Palma, Friedkin, voilà. Il y avait toute une série de cinéastes qui n'étaient pas invités par l'académie un peu officielle, et nous on avait envie de dire que c'était des grands cinéastes, c'était notre combat. En gros, le cinéma de genre et les années 70. Voilà. Il faut se remettre à l'époque où c'était des choses qui étaient plutôt conspuées aussi bien en grande partie par la critique officielle, académique, pas complètement, mais en grande partie, et alors à l'université, c'était même pas la peine d'en parler. Et donc, le combat de ma génération, ça a été ça. Chacun a eu ses combats, mais une grande partie des gens de ma génération, ça a été d'imposer le cinéma de genre et d'imposer le cinéma des années 70, américain, italien, etc. En 2020, ou en 2018, ou aujourd'hui, je veux dire, quand je dis je fais toujours ces mèches, c'était notre mèche du début des années 2000. Aujourd'hui, la mèche n'est plus la même. C'est-à-dire que la bataille, on l'a complètement gagnée. C'est même pas qu'on a gagné la bataille, c'est qu'on a gagné la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les années 70, c'est omniprésent. Le genre, c'est omniprésent. Et ce qui est en danger, c'est pas Carpenter, Argento, Friedkin, tous ces gens. Ce qui est en danger, c'est les classiques dont parlait Manfred. C'est Antonioni, c'est Ford, c'est Wellman, c'est Vidor, c'est Carlson, c'est Preminger. Aujourd'hui, dans la génération qui vient, son problème, c'est pas d'avoir vu Giulio Questi, Corbucci, Fernando Di Leo. Truc totalement inconnu il y a 20 ans. Aujourd'hui, Di Leo, bah, on peut en parler. T'as vu Calibro Nové, t'as vu Ventani. Il y a 20 ans, j'aurais dit, attendez les gars, vous n'avez pas vu Di Leo, quel monde de nain. Aujourd'hui, tout le monde a vu Di Leo, enfin, parmi les cinéphiles, mais par contre, plus personne n'a vu Antonioni. Qui a vu, je sais pas, La Dame sans camélia, des choses comme ça, quoi. Donc, la mèche d'aujourd'hui n'est plus du tout la mèche en tant que critique ou écrivant des bouquins, enfin, importe, l'enjeu critique a changé, et je dirais presque qu'on est quasiment à front renversé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant en cinéma, les classiques qu'on regardait, qu'on connaissait, qu'on nous forçait à voir, qu'on nous imposait, etc., aujourd'hui, ne sont plus vus du tout. Donc il faut, l'enjeu pour la génération d'aujourd'hui, c'est de garder l'acquis des années 70 et du genre, mais de ne pas oublier les classiques, parce que ça va très très vite, quoi. Qui regarde aujourd'hui, un cinéaste comme Fellini, qui a été extrêmement important, ou dans les années 80, je pense à des qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais des gens comme Wenders, est-ce que c'est des gens qui sont vus aujourd'hui, hein? Alors je ne parle même pas des très grands classiques américains des années 30-40, et donc je pense que, enfin, tu vois, Renoir, je sais pas, en France, qui mais bien sûr, donc les mèches aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans, voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc mais faut avant- choisir son... Enfin, Non, mais avant, c'était un cinéma populaire, qui Bien était sûr. accessible au grand public, et aujourd'hui, ça l'est plus. Mais c'est. Oui, non, c'est une autre question. enfin, non, ça n'est plus, tu sais, avec le DVD, le Oui, oui, Blu-ray, oui, oui, la bien sûr, disponibilité, elle est là. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est des tu as- films qui faisaient des entrées en salle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est le rôle de la cinéphilie, des critiques ou autres, c'est de maintenant, presque à dire, n'oubliez pas quand même. Enfin, je veux dire, c'est le pareil de Ford, de Hawks, de Walsh, de Samuel Fuller. C'est quand même, c'est extrêmement important parce que nous, on a bataillé à l'époque pour imposer un cinéma, mais avec cette idée que les classiques étaient là et on pensait qu'ils seraient là pour toujours. Et c'est pas vrai. La preuve, c'est que peu à peu, la planète s'éloigne. Donc, faut la rattraper, parce que sinon on va se retrouver avec des gens qui ont vu tous les films de Castellari, d'Umberto Lenzi ou de Joe D'Amato, et qui ont vu aucun film d'Antonioni, de Zolini, de Sica, ou Pietrangeli ou autre. Et là, ça devient fou. Il y a quand même, à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Par rapport à ce que tu disais sur Melville, il y avait, dans Voyage à travers le cinéma français de Tavernier, il y a des choses assez touchantes, justement, sur ce rapport à l'enfance de Melville, où il embarque dans sa voiture, ils font le tour de Paris, ils montent ses Bien sûr, Bah, bien c'est sûr. une sorte de, avec son Stetson, Bien sûr. une sorte de grand enfant. Bien sûr. Qui est ça? Moi, c'était une question un peu d'ordre éditorial. C'est qu'au moment de la sélection des textes, je comprends qu'il y a eu la tentation de la réécriture. Mais est-ce que ça vous a pas traversé l'esprit de réévaluer un petit peu ce que vous aviez écrit, dans le sens où ça m'a fait penser à un ouvrage qui était sorti, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Je crois que c'était un abécédaire ou un dictionnaire de Michel Marmin qui avait ressorti le même ouvrage 20 ans après, et avec aujourd'hui, avec des notules de bas de page plus ou moins longs, pour parfois réévaluer. Parce que la cinéphilie, c'est pas seulement voir, c'est aussi beaucoup revoir, ruminer, ressasser les idées. Est-ce que vous avez eu cette tentation-là au moment du recueil des textes? Parce que, après tout, ça arrive même au meilleur, je ne vais pas dire de se tromper, mais de passer à côté de choses. Je pense par exemple à Serge Daney qui passait à côté de Melville, de Sergio Leone à la fin de sa vie, qui finissait par le reconnaître. Ou est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ou est-ce que finalement, non, tout ce que vous avez mis dans le livre, c'est on va dire, de l'essence de Doré, pure et 100%, que ce soit il y a 20, 30 ans, et qui est encore valable aujourd'hui? Oui, oui. Alors, cette tentation, elle a pu exister au tout début. Le problème, c'est que, enfin, il y a une différence, parce que si vous décidez de publier, en fait, tous les textes que vous avez écrits, là, la tentation est forte. Précisément parce qu'il y a des textes qui sont pas bons, il y a des textes où on se plante, on se trompe, où on n'a pas vu ce qu'il fallait voir, etc. Donc, si vous le republiez tel quel, là, ça vaut le coup d'avoir un commentaire rétrospectif, ou ce que vous appelez l'acte de revoir et donc de réécrire. Absolument, et ça aurait été important. Mais alors moi, j'ai contourné ce problème, d'abord parce que ce travail-là, c'est un travail colossal. Donc il faut aussi du temps. Vous voyez, il y a des choses, des problèmes qui sont très pragmatiques, de cette manière. Et moi, j'ai contourné ce problème, puisque précisément tous les textes que j'aurais trop eu envie de reprendre, ou que je considérais complètement à côté de la plaque, je les ai dégagés. Vous voyez, mais vous avez raison, c'est que c'est quelque chose, c'est un travail qui est hyper intéressant de revenir, mais pour être tout à fait honnête, moi quand j'ai relu à un moment donné tous les textes, dans les textes même, cette espèce de ressassement, de reprise, de réévaluation est là. Parce qu'il y a des idées qui passent d'un texte à un autre et qui sont parfois contredites, au bout d'un moment, pour arriver à des textes un peu, on pourrait dire, plus récents, qui sont plus conformes à ce que je pense aujourd'hui. Mais la tentation, évidemment, elle existe et le travail serait passionnant. Mais la différence, c'est quand vous citez comme ça des recueils d'articles, c'est que c'est des gens qui ont, des critiques qui ont publié tout ce qu'ils ont fait, donc ils sont confrontés à la réécriture. Parce qu'ils se disent, oui, mais quand même, c'est tellement flagrant que je n'ai pas vu, par exemple, il y a 25 ans, et vous avez raison, quand Dan a dit, mais je me suis planté, j'ai pas vu Melville. Et c'est Zolini dont il parle. J'ai pas vu Peckinpah, j'ai pas vu toutes ces choses-là. Après, il faut avoir aussi une forme d'honnêteté avec soi-même, c'est-à-dire que on peut avoir travaillé énormément ou autre. Comme moi, j'ai toujours pensé que le rapport au cinéma était comme un rapport mystique d'abord, et que c'est pas un rapport de laborieux. Voilà. Non, on peut travailler. Non, il y a un truc, il y a de l'ordre de la magie qui doit arriver. Vous savez. Alors ça arrive pas toujours. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas l'élu pour toutes les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, il y a des cinéastes, etc. Jamais je n'écrirai un texte vraiment intéressant dessus, parce que quand je dis ça me parle pas de façon familière, c'est parce que j'ai pas cette espèce d'étincelle mystique qui fait qu'on peut écrire un truc. Vous voyez? Là, je parle de quand on a une sorte d'estime de ce que c'est qu'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas du texte, voilà. Et donc je sais que quoi qu'il se passe, il y a des cinéastes pour lesquels
il y a un texte est attendu, un livre ou autre, mais c'est pas avec moi la rencontre. Ça veut pas dire que c'est pas bien, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il faut aussi, on n'est pas tout terrain, dans le sens, on peut pas écrire sur tout, n'importe quoi, de tout est... Non, on n'est que ce qu'on est et on travaille dans le périmètre de ce qu'on est. Et c'est là que la rencontre est intéressante. Et donc les moments où on se plante, la plupart du temps, c'est quand vous faites de la critique un peu contrainte, du type Charlie, pas Libé, mais de type Charlie Hebdo, où je dois écrire toutes les semaines. Vous savez, c'est compliqué, hein, vous voyez plein de films, quand vous faites de l'actualité, vous voyez beaucoup de films mauvais. Et donc voilà, on travaille, et puis à un moment donné, il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas le temps, on fait un texte sur un film, mais en fait, on ne rentre pas en sympathie avec le film, et on torche quelque chose, et à la fin, et quand on le relit quelques temps plus tard, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Et puis après, il y a les grandes œuvres, mais là, il faut que la rencontre s'organise. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu parlais de Sika tout à l'heure, en revoyant Humberto, je ne me suis pas dit, on est de façon froide et clinique, bon, allez, maintenant c'est le moment, on va se taper tout de Sika, non, il faut qu'il y ait un truc, et c'est en revoyant Umberto D, je me suis dit, c'est quand même incroyable ce film, mais finalement de Sika où j'en suis, à part les vieux trucs que j'ai vus, qu'on m'a appris, que je répète comme un canard. Donc je revois tout de Sika et c'est là que la rencontre a lieu. Mais non, elle aurait pu ne pas avoir lieu cette rencontre, vous comprenez? Et donc chacun est presque, c'est un langage très spirituel que je tiens là, ou très liturgique, mais chacun est aussi, est pas programmé, mais est appelé à un certain type de rencontre. Et ça, il faut ultra le respecter. Il ne faut pas se croire qu'on a un spectre plus large que ce qu'on a. Vous voyez? Je trouve que c'est totalement juste ce que tu dis par rapport à sa propre cinéphilie, Bien sa sûr, temporalité. bien sûr. Un moment où on est peut-être trop jeune pour découvrir Bien certains sûr. réalisateurs, et Bien à un sûr. moment il y a une rencontre qui se fait à l'occasion de rétrospectives ou à l'occasion de rencontres et tout Bien ça. sûr. Et je pense qu'on est tous là à avoir découvert, il y a une sorte d'épiphanie comme ça. Ah oui, on se dit, ah oui, ça n'a pas été une épiphanie, mais c'était une rencontre avec Argento, et je te le dois, c'est à la lecture de ton Ah oui. ouvrage, et c'est un réalisateur qui m'était un peu lointain. Et c'est vrai qu'il a fallu la lecture de ton bouquin pour aussi m'ouvrir à ce cinéma-là. Non, mais Et ça peut ne pas marcher. Et ça peut ne pas marcher, oui, Et c'est pas grave d'une certaine non, manière. non. Parce que la rencontre, c'est pas la fonction de la reconnaissance de la valeur. Non, C'est-à-dire pas qu'il y a du des tout. cinéastes dont on considère qu'ils sont objectivement, même si c'est un terme un peu étrange, importants, formidables ou autres, mais quelqu'un dira, mais c'est pas pour moi. Oui, c'est pas Mais il pour faut moi. respecter ça. Bien sûr, Il n'y a aucun problème avec ça. Mm. Le problème, c'est quand on confond son petit moi avec une opinion critique. Ah, ça, Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu l'as pas rencontré, laisse les autres rencontrer ce cinéaste-là. Oui. Ou alors tu es convaincu que pour des raisons qui t'appartiennent, c'est quelqu'un c'est un nuisible. Mm. Là oui. Tu vois. Pour moi, par exemple, tu parlais du texte à Nuke, la rencontre a eu lieu, quoi. Et elle a débouché sur un truc. C'est clivant, quoi. Non, mais voilà, donc je pense que c'est hyper important, ça. Et très souvent, on voit bien quand on lit des textes ou des livres ou autres que l'objet, la personne ça va pas. En fait, c'était pas cette personne-là sur ce film-là. Et je crois que c'est Truffaut qui disait, je sais jamais, j'oublie toujours cette idée que c'est pas vous qui choisissez des films, c'est des films qui vous choisissent. Hein. C'est tellement vrai. Et on se rend compte en vieillissant que finalement, on a très peu de marge de manœuvre. Hein. On croit qu'on a choisi, c'est pas vrai. Non, et puis c'est excitant aussi de se replonger dans une œuvre, comme tu dis, j'ai revisité cette plongée-là. Et bon, on pourrait continuer encore. Tu m'entends? Non, mais pour qu'on échange, que tu dédicaces quelques ouvrages. Oui, il y a un gros, un dernier chapitre sur Matrix, Baudrillard. C'est la totale. C'est la totale. C'est la totale. Si vous voulez, vous allez être armés. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Comme toujours, parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve vers la table principale. Vous pouvez acheter les ouvrages. Il y a aussi l'ouvrage sur Michael Mann, la collection Michael Day. Et il y a tout. Il y a une table. D'accord. Et puis voilà, on prend notre temps. Super. Merci beaucoup.